Je vous avais promis que je mettrais en ligne quelques commentaires sur les devoirs terminaux. C'est ce que je fais maintenant. Alors, je commence peut-être par la dissertation. C'est vraiment celui des deux sujets sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Bon, je dois ajouter que ça fait longtemps que je les ai corrigés, donc je ne me souviens plus très bien. Et j'ai jeté un coup d'œil dessus, sur les notes, en lisant les mauvais devoirs pour me souvenir vraiment des défauts. Et en fait, je vois que sur la dissertation, je n'ai mis moins de la moyenne à personne. Donc, je n'ai rien sur quoi m'appuyer pour pouvoir dire voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Je peux me contenter de dire grossièrement ce qu'il me semble qu'il fallait faire. Donc, finalement, il y avait dans ce sujet deux termes, deux éléments. Il y avait d'une part la sorte de vision du monde dont a besoin le mouvement écologiste, et d'autre part, il y avait la pensée de Whitehead. Il s'agissait donc d'essayer de faire en relation, de mettre les deux en relation. J'aurais tendance à dire que c'était quasiment une question de cours, si ce n'est que je n'ai pas vraiment développé pendant le cours la sorte de vision du monde dont a besoin le mouvement écologiste. Donc c'était peut-être une difficulté là-dessus. Et il s'agissait d'utiliser votre connaissance de la pensée de Whitehead pour éclairer ce que pouvait être cette sorte de vision du monde dont a besoin le mouvement écologiste. Il me semble que l'essentiel pour ça, je ne parle pas de Whitehead pour commencer, mais du mouvement écologiste. L'essentiel pour ça, c'est de bien faire la distinction entre le mouvement écologiste, qui est un mouvement qui n'est pas simplement un mouvement environnementaliste, qui se pose la question, qui se poserait la question, le mouvement environnementaliste, de gérer la nature au mieux des besoins humains. Le mouvement écologiste, c'est plutôt une véritable façon de repenser la place des êtres humains dans la nature. Ou, pour sortir d'une formule un peu trop dualiste, des êtres humains parmi les êtres naturels. Et c'est donc là, alors, on peut préciser au fur et à mesure, et en fait, le devoir pouvait vous amener à préciser à la fois la sorte de vision du monde dont a besoin le mouvement écologiste, et à la fois la pensée de Whitehead, ou à mettre en évidence votre connaissance de la pensée de Whitehead. La pensée de Whitehead, justement, et donc c'est là qu'on était vraiment dans les questions de cours, une pensée qui refuse les dualismes, qui refuse les binarités, qui refuse l'opposition entre d'un côté des êtres humains conscients, intelligents, et de l'autre côté une nature froide, morte, dépourvue de vie, sans intérêt. Cette vision pour Whitehead est une vision héritière fondamentalement de ce qu'il appelle la bifurcation de la nature, issue de la pensée de Descartes, ou radicalisée par la pensée de Descartes à partir de l'analyse bien plus traditionnelle en sujet prédicat. Bifurcation de la nature qui sépare donc la réalité
entre une nature, j'ai conscience de me répéter ici, je suis mal remis d'un rhume, mais si j'attends encore, je ne ferai jamais ce vague corrigé. Donc une nature qui serait morte, froide, et un esprit humain qui distinguerait dans la nature des qualités qui n'y sont pas vraiment. Donc ça, c'est la bifurcation de la nature que critique Whitehead, dont il s'agit de sortir. Bien sûr, dans cette vision pour laquelle les qualités que nous prêtons à la nature ne sont pas dans la nature, elles sont dans notre esprit. Il parle, on l'avait vu en cours, du chant du rossignol, dont la beauté est avant tout dans la vision traditionnelle, dans l'oreille de celui qui l'écoute, et non pas dans le chant du rossignol, mais dans le texte que même vous aviez au-dessus, vous pouviez trouver cette idée que, avec la bifurcation de la nature, la beauté d'un coucher de soleil n'est pas dans le coucher de soleil, elle est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté d'un paysage n'est pas dans le paysage, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Donc il n'y a pas de qualité objective des couchers de soleil, des chants de rossignol, des paysages. Tout ça n'est qu'illusion, la nature n'est que froide et morte, et donc on peut en faire ce qu'on veut. On peut la travailler tant qu'on veut, la modifier tant qu'on veut, pour la plus grande satisfaction de l'esprit humain. Refusant cette vision dichotomique, Whitehead redonne aux éléments naturels une valeur égale aux éléments spirituels, si ce n'est que bien sûr cette façon de parler est mauvaise puisqu'elle est encore dualiste, plaçant d'un côté la nature, de l'autre l'esprit, alors que pour lui il y a une pluralité d'éléments intégrés dans une totalité dans laquelle il n'y a pas de coupure stricte possible, et il fallait développer ça mieux que je viens de le faire. Et en général, de toute façon, je le répète, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, que tout le monde l'a fait correctement, puisque je ne retrouve pas de dissertation à laquelle j'ai mise moins de la moyenne. En revanche, j'ai mis moins de la moyenne à d'assez nombreux commentaires. Il me semble vraiment que soit vous êtes vraiment mal exprimé. Pourtant, quand on écrit, contrairement à ce qui se passe quand on réalise un enregistrement d'un commentaire sur des devoirs où on ne peut pas se réécouter, ou si on peut se réécouter, on ne peut pas corriger, sauf à être un expert en vidéo, un point précis du discours. Quand on a un texte, on peut se relire, on peut se corriger, on peut affiner le texte. Enfin, il peut être intéressant de faire un brouillon, ou si on ne fait pas un brouillon, de bien peser tout ce que l'on écrit. Ceci pour le cas où un certain nombre des défauts que j'aurais vus viendraient d'une mauvaise expression et non d'une mauvaise compréhension de la pensée de Whitehead. Donc, mauvaise compréhension de la pensée de Whitehead. Il me semble qu'il y a deux copies qui font du texte que vous aviez à commenter un texte qui était avant tout sur le langage. Alors certes, il y était question du langage, mais il n'était pas question que du langage. Donc faire du commentaire, du texte à commenter
une simple réflexion sur le langage, c'était passer à côté du propos du texte qui nous donnait justement, j'en ai déjà un peu parlé à partir de la dissertation, mais parce que c'est pour Stan Getz, d'où vient le texte, le problème central pour Whitehead, et il me semble qu'elle a tout à fait raison. Le problème central pour Whitehead, disais-je, pour Stan Getz, c'est d'éviter la bifurcation de la nature, et il était question justement dans ce texte de la bifurcation de la nature, du concept de nature pour Whitehead. Donc, un premier point, je dois dire qu'il y a un défaut que vous n'avez pas eu, personne, même les mauvaises copies, personne n'a cru avoir affaire à un texte de Whitehead, et tout le monde m'a bien parlé du texte de Stan Getz sur Whitehead. Euh, je dis bien le texte de Stan Getz et pas le texte d'Isabelle, comme je l'ai trouvé dans un des commentaires. C'est quand même assez désinvolte de désigner un auteur ou une autrice par son prénom. Est-ce que vous avez l'habitude de parler de Martin pour Heidegger, de Friedrich pour Nietzsche, de Blaise pour Pascal, et ainsi de suite? Est-ce que c'est parce que c'est une femme que certains se sont permis la familiarité de l'appeler Isabelle? Enfin, toujours est-il que Isabelle Stan Getz, c'est Madame Stan Getz, et il n'est pas coutume de l'appeler Isabelle, mais Stan Getz, ou Isabelle Stan Getz, mais pour abréger, on donnera son nom. Donc en fait, il me semble que la façon d'aborder le sujet était double. Il s'agissait d'une part de comprendre ce que Stan Getz disait sur Whitehead, et d'autre part de mettre en relation ces commentaires de Stan Getz avec Whitehead, de les mettre en relation avec ce que vous connaissiez de la pensée de Whitehead. C'est-à-dire qu'il convenait de s'interroger: ce qu'écrit Isabelle Stan Getz est-il cohérent avec ce que nous connaissons de la pensée de Whitehead, que ce soit par nos lectures de Whitehead ou par la simple audition du cours, ou y a-t-il des contradictions entre le propos de Stan Getz et ce que nous connaissons de Whitehead? Il me semble qu'il n'y en a pas, et je serais bien en mal d'en mettre en évidence, et donc en fait pour moi il s'agissait plutôt de mettre en évidence que ce qu'écrivait Stan Getz sur Whitehead correspondait bien à la pensée de Whitehead. Mais encore fallait-il comprendre ce que Stan Getz écrivait sur Whitehead, et ne pas le comprendre donc complètement de travers. Et en général, les mauvaises copies ont à la fois compris de travers la pensée de Stan Getz sur H.D. Heidegger. Il s'agit de Whitehead. Il y a une référence à Heidegger dans le texte que tout le monde a manqué, mais ce n'est pas très grave. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce lapsus qui consiste à
parlait de Heidegger pour Whitehead, alors que les deux n'ont rigoureusement rien à voir. Whitehead n'a jamais été un sympathisant nazi. Whitehead était un social-démocrate, modéré certes, mais profondément humaniste, profondément convaincu de l'unité de l'humanité, et même au-delà de l'humanité, de l'unité de tous les êtres vivants, de l'unité même pourrais-je dire de tous les êtres. L'idée que certains devaient être ignorés, exterminés, lui était complètement étrangère. Whitehead a une volonté de ne pas juger, de ne pas condamner. C'est d'ailleurs là-dessus que commence le texte. Whitehead n'a pas du tout pour projet de condamner nos intérêts multiples, ce qui n'a pas empêché quelqu'un de d'écrire que Whitehead se posait en position de juge à l'encontre du texte. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le texte de Stengers. On aurait pu écrire là-dessus, Stengers se trompe complètement. Si Whitehead a un projet de condamner, a un projet de juger, alors si c'est ce qu'a voulu faire la copie qui parle de Whitehead comme juge, ben, elle l'a mal fait parce que elle l'écrit sans indiquer qu'elle s'oppose au texte de Stengers, et donc je l'ai pris pour une mauvaise compréhension du texte de Stengers, là où le texte de Stengers me semble dire à juste titre que la volonté de Whitehead n'est pas de condamner nos intérêts multiples, de juger nos connaissances affairées, mobilisées, en prise, en relation avec le réel, avec la pratique, avec la vie de tous les jours, nos connaissances des étangs, nos connaissances de ce qui pour certains n'est pas fondamental, les banalités de la vie quotidienne, ce que nous expérimentons banalement, que ce soit dans la forêt, mais tout aussi bien devant un ordinateur. Whitehead ne veut pas condamner nos intérêts multiples. Whitehead ne condamne pas les amoureux de la nature, mais il ne condamne pas non plus les amoureux des sciences et des techniques, comme c'est là qu'il y a une référence que vous avez tous manqué. Je le répète, ce n'est pas très grave, même si ça a emmené quelqu'un à se lancer dans des développements théologiques qui étaient complètement déplacés. Défendre l'être contre son raisonnement affairé, c'était une référence à Heidegger, et je crois que c'est dans la critique de la technique de la critique de la technique par Heidegger, la technique arraisonne l'être au service des étangs, et les étangs, poids séminables, la vie de tous les jours, nos intérêts multiples qui peuvent être parfois un peu égoïstes, et que nous satisfait la technique, c'est mal, c'est juif chez Heidegger. Il n'y a pas chez Whitehead cet antisémitisme, mais il n'y a pas non plus ce mépris des préoccupations quotidiennes de chacune et de chacun. Il n'y a pas chez Whitehead de mépris de la technique. Mais il n'y a pas non plus
Et c'est là, il me semble, le défaut d'un certain nombre des mauvaises copies. Il n'y a pas non plus chez Whitehead le mépris de ce qui n'est pas la technique. Plusieurs copies m'ont dit que Whitehead voulait donner raison aux scientifiques contre les poètes, aux scientifiques contre les romantiques. Ce n'est pas du tout le cas. Le rougeoiement du coucher de soleil trouve son répondant dans la nature, mais ce rougeoiement du coucher de soleil, c'est le versant poétique, même s'il n'est pas nécessaire d'être poète pour apprécier, ou peintre, ou esthète, pour apprécier la beauté d'un coucher de soleil. Et donc, c'est le versant poétique, esthétique, du mouvement du soleil que décrivent les astronomes et les astrophysiciens, ou peut-être plus exactement de la Terre autour du Soleil, ou plus exactement du mouvement relatif de la Terre et du Soleil. Il ne s'agit pas donc pour Whitehead, d'après le texte, de privilégier l'un par rapport à l'autre, de dire que le soleil des astronomes et des astrophysiciens, c'est bien le soleil des poètes, des peintres, des amoureux, des romantiques, c'est mal. Non, les deux ont leur vertu, les deux doivent se trouver dans la nature, et le concept de nature de Whitehead doit permettre de reconnaître justement aussi bien la réalité du coucher du soleil perçu par les peintres, perçu par les poètes, perçu par ceux qui contemplent un coucher de soleil, que la réalité du mouvement décrit par les astronomes et les astrophysiciens. Le refus de la bifurcation de la nature pour Whitehead, c'est ça justement, c'est dire qu'il n'y a pas deux natures, mais une seule nature, et que les diverses façons d'appréhender les éléments de la nature sont aussi légitimes les unes que les autres. Donc, le penseur romantique a tort de croire que sa vision est la seule bonne, mais le scientiste a tort, je dis bien le scientiste et pas le scientifique, le scientiste a tort de croire que la vision du poète est dépourvue d'intérêt, que seuls ont de l'intérêt ces froides équations qui calculent le mouvement des corps célestes. Le projet de Whitehead est de reconnaître que l'on a diverses approches d'une même nature, et non pas une nature coupée en deux, une. Je reviens à une citation qu'on avait vue en cours, que quelqu'un a très mal compris, une nature coupée en deux, dont l'une serait conjecture et l'autre rêve.
pour le coup, le rêve, là, ce n'est pas simplement le rêve du poète, c'est notre réalité quotidienne. Selon le discours scientiste, mais qui est tout aussi bien le discours de Russell, quand je vous vois devant moi, bon, je vous rassure, là, je ne vous vois pas, je vois l'écran de mon ordinateur. Quand je vous vois devant moi, en fait, ce que je vois, c'est dans mon esprit. Donc, ce que je vois, c'est un rêve. Notre expérience quotidienne relève du rêve, ce n'est qu'une représentation mentale qui est dans notre esprit. Tout ce que nous connaissons est dans notre esprit. La seule réalité valable, c'est celle qui est en dehors de notre esprit, c'est celle à laquelle nous donne accès la science, et c'est la description de la nature en termes de chimie, de biologie, de physique, celle qui nous dit que non, je rêve que j'ai des gens devant moi. Quand j'ai des gens devant moi, en fait, il y a là des atomes, il y a des électrons. Les gens ne sont qu'une illusion. La réalité est conjecturée à partir du rêve, à partir de ce que je vois dans ma tête, dans ma représentation mentale. Cette coupure de la réalité en deux est profondément insatisfaisante pour Whitehead. Il y a une seule réalité. Il y a une seule réalité, mais cette réalité est multiple, toujours en changement, toujours mobile, mais il y a dans cette mobilité une part d'héritage. Certaines entités actuelles héritent bel et bien les unes des autres, c'est-à-dire que notre esprit, notre langage ne sont pas seuls responsables de ce que nous reconnaissons le même. Quand je vois que mon ordinateur est le même aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas simplement une part de mon esprit qui reconnaît. D'ailleurs, mon esprit lui-même n'est qu'une suite d'entités actuelles. En fait, à lui tout seul, mon esprit n'est rien. C'est déjà une abstraction funeste. La réalité, c'est moi, corps et esprit, une fraction, une étendue temporaire et temporelle de moi, une suite de telles étendues temporelles qui reconnaissent qu'elles héritent les unes des autres, qui reconnaissent que dans les entités actuelles qui les entourent, il y a une certaine continuité parce qu'il y a aussi des héritages de certaines entités actuelles vers d'autres entités actuelles. Donc voilà, je suis parti un peu loin, mais pas vraiment. Donc l'idée vraiment au centre de ce texte, il y avait le rejet par Whitehead, mis en évidence par Stan Getz, de la bifurcation de la nature, cette idée que ce rejet de la bifurcation de la nature nous amène et amène Whitehead à rendre justice aussi bien au discours
des poètes qu'au discours des scientifiques. Il n'y a pas l'un des deux qui serait juste et l'autre qui serait faux. Les deux sont justes et les deux sont faux quand ils prétendent être le seul discours vrai. Même le discours de Heidegger contre la technique peut avoir sa part de vrai si l'on considère comme cette part de vrai cette idée que il ne s'agit pas simplement, il n'est pas uniquement important. Ce serait l'attitude techniciste, c'est ce que certains fonderaient à Heidegger de condamner, mais en le condamnant, il condamne bien d'autres choses qu'il a tort, pour le coup, me semble-t-il, de condamner. Mais défendre l'être contre son raisonnement affairé, c'est dire le discours scientifico-technique ne dit pas tout sur la réalité. Ça, Whitehead le dit lui aussi. Le problème de Heidegger, c'est que l'un des problèmes, parce qu'au-delà il y a son antisémitisme, Bourdieu disait dans l'ontologie politique de Martin Heidegger que la pensée de Heidegger, c'était la mise sous forme savante de l'idéologie spontanée du petit bourgeois allemand. S'il n'y avait chez Heidegger que la défense de l'être contre son arraisonnement par la technique, c'est-à-dire s'il y avait simplement cette idée que tout ne se réduit pas à des procédés techniques, mais la richesse de la diversité naturelle, ce qui échappe à la technique a aussi de l'intérêt, ce serait très bien. Mais on n'a pas besoin de Heidegger pour ça, on a Whitehead. Et le problème de Heidegger, c'est que au contraire, il jette la technique, défendant la richesse du monde contre la technique, il s'en prend à la contribution à cette richesse qu'apporte la technique, et puis il s'en prend à bien d'autres, tous ceux qui, pour lui, sont étrangers à l'être, parce qu'ils sont étrangers au folk, parce que ils sont originaires du Moyen-Orient. Bon, de toute façon, je n'ai pas étudié Heidegger, je ne fais qu'en parler d'après Bourdieu, donc je me trompe peut-être, même si pour le coup, je trouve Bourdieu rudement convaincant, mais je ne parlais ici ni de Bourdieu, ni de Heidegger, mais essentiellement de Whitehead. Oui, qu'est-ce que je voulais rajouter? Peut-être un point avant de conclure, même si ce n'est pas, même si c'est un mauvais point pour conclure, parce que ce n'est pas quelque chose de central. Quand il est question du penseur romantique, euh, ici, Stengers parle du penseur romantique en général, mais celui qui se donne pour première urgence de défendre l'être contre son raisonnement affairé, en fait, celui qui est donc visé dans la formule à raisonnement affairé, c'est Heidegger, mais ça pourrait tout aussi bien être le critique de la technique, et il y en a qui, n'étant pas heideggeriens, sont tout à fait respectables. En revanche, quand elle parle du mathématicien dont le problème est d'empêcher la nature de bifurquer, elle ne parle pas du mathématicien en général, parce que les mathématiciens en général n'ont pas du tout pour problème d'empêcher la nature de bifurquer. Les mathématiciens, ils s'en moquent complètement de la bifurcation de la nature. Le mathématicien dont le problème est d'empêcher la nature de bifurquer, c'est Whitehead lui-même. Et l'attitude donc qui consiste
à mettre en avant les éléments poétiques contre les éléments techniques, scientifico-techniques, ne peut satisfaire Whitehead, puisque ce serait encore accepter la bifurcation que tout son projet est précisément de rejeter. Voilà, comme je me remets à peine d'un rhume, j'espère que je n'ai pas été très confus. Si parce que vous avez eu une mauvaise note, vous m'écoutez, que vous m'avez trouvé confus, que vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas à m'écrire et je reviendrai sur des explications. J'essaierai de mieux m'expliquer. Si d'ailleurs, même si vous n'avez pas rendu de copie, si vous tombez par hasard sur cet enregistrement, vous pouvez m'écrire pour me demander des précisions gigotero@unis.fr. De préférence sur Whitehead et pas sur Heidegger dont j'ai eu tort de parler alors que je le connais mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est fini pour ce cours.